Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des grands entretiens. Alors que l'élection présidentielle 2017 se profile, Storia Voce a souhaité apporter sa petite pierre à l'édifice de la réflexion en revenant sur la bipolarisation de notre vie politique française. Démarche étrange, me direz-vous, alors que parallèlement, cette scène politique semble plus que jamais éclatée, voire émiettée en diverses tendances dont je serais bien en peine d'en qualifier les subtilités intellectuelles derrière les ambitions personnelles. De quoi la gauche est-elle le nom ? La gauche, comme chacun sait, est née sous la Révolution française en septembre 1789, au moment du vote de l'Assemblée à propos du veto du roi. Ceux qui étaient pour un veto absolu se sont placés à droite du président, ceux qui étaient en faveur d'un veto simplement suspensif se sont placés, eux, à sa gauche. Mais Storia Voce vous propose non pas de revenir aussi loin dans le temps, mais de porter un regard sur la gauche des 40 dernières années. Quels sont les thèmes qui ont structuré son identité ? Ces thèmes ont-ils évolué ? Se sont-ils aussi en quelque sorte érodés ? Quel impact cette érosion a eu sur la pensée politique de gauche ? Et enfin, quelle est la place de la gauche aujourd'hui dans le débat des idées politiques ? Autant de questions que je vais pouvoir poser à Jean-Pierre Le Goff. Jean-Pierre Le Goff, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages. Vos travaux sont consacrés à l'évolution, aux mutations de la société, des sociétés, mais aussi à l'entreprise. Et vous venez de publier chez Tempus, donc, La gauche à l'agonie, point d'interrogation, 1968-2017. Il s'agit d'une édition revue et augmentée d'un premier livre, La gauche à l'épreuve, paru en 2011. Alors cette année 2011 est très importante parce que ce livre prend acte de la fin d'un cycle historique. Or, nous le savons, en 2012, François Hollande a été élu président de la République. On pourrait dire que cette élection vous a en quelque sorte donné tort et pourtant, ce qui pourrait être un paradoxe ne l'est pas. D'emblée, vous l'affirmez dans la préface à cette réédition, en ce début du XXIe siècle, la situation de la gauche n'est pas vraiment brillante ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous parliez de l'élection de François Hollande. Moi, je parlais déjà à cette époque de la fin d'un cycle historique. Simplement, ce qui s'est passé et qui a pu donner encore l'illusion que tout allait bien, encore, d'une certaine façon, c'est le fait que c'est une élection contre Nicolas Sarkozy, essentiellement. C'est-à-dire, c'est une élection, à mon sens, par défaut, et non pas par une forte adhésion. Il est vrai que François Hollande, au moment où il a été élu, a, je dirais, d'une certaine façon, réussi à rassurer ses troupes et à les réunir autour du thème « Mon ennemi, c'est la finance », c'est-à-dire retrouvant un certain nombre de repères. N'oublions pas non plus qu'avant même François Hollande, il y a eu le scandale Strauss-Kahn, qui était le candidat naturel et désigné de la gauche, qui a été avec le scandale. Donc, est arrivé François Hollande dans ce contexte-là. Il n'était pas du tout, on le connaissait, bon, on savait qu'il existait, mais il est arrivé à ce moment-là. Donc, il y a eu ça. Alors, le problème qui s'est passé sous le mandat de Hollande, c'est que je pense que Hollande et aussi Manuel Valls avaient en tête un certain type de politique économique qui n'ont pas dit directement, qui n'ont pas affirmé directement. La deuxième gauche a été assez important. Il faut savoir qu'il y a eu des clubs avant, notamment François Hollande, avec Jacques Delors. Il y avait des rencontres avec Jacques Delors. Donc il y avait une vision de l'Europe, il y avait une certaine vision aussi de la politique économique. Et on sait qu'en 1983, Mitterrand avait opéré un tournant en la politique de rigueur. Il avait changé de politique économique. Simplement, Mitterrand, à cette époque, on l'avait appelé d'ailleurs bien avant une forme de prince de l'ambiguïté. C'est-à-dire, c'était plus du tout le même programme pour lequel il avait été élu, mais j'aime le mouvement qui déplace les lignes. Il citait Baudelaire à l'époque. On a changé tout en changeant, sans changeant vraiment. Enfin, ça a commencé, si vous voulez, ce que j'ai appelé la lampe caoutchouc, où c'était absolument désorientant. Ça désoriente la société et les citoyens. Simplement, le tournant de la politique de rigueur de 1983 n'a jamais été assumé explicitement comme tel. On continuait de dire, mais finalement, il n'y a rien qu'à changer, la gauche est toujours ses repères, etc. Il y a eu ensuite, rappelez-vous, la gauche plurielle comment ça s'appelle, Lionel Jospin. Plurielle, c'était quand même assez contradictoire, mais elle restait là pour la victoire, d'une certaine façon. Et le parti, toutes ces contradictions étaient déjà là
au moment où Hollande, si vous voulez, gagne ses élections. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été relativement contenues, et là, elles ne sont plus du tout contenues, elles ont éclaté sous le mandat de François Hollande, à propos justement d'un tournant économique qui cette fois a été assumé, quoi. Alors qu'avant il n'était pas assumé. Et donc tout ce qui était contradiction, et je pourrais remonter plus loin, hein, parce que je pense que là nous assistons à la fin sur un premier, je dirais, une première distance historique, appelons ça comme ça, c'est-à-dire si on se situe autour des années 70-80, c'est-à-dire quand François Mitterrand s'est emparé du Parti socialiste d'une certaine façon et s'est fait élire avec une ligne qui était celle de l'union de la gauche, c'est-à-dire qui allait, on l'oublie souvent aujourd'hui, des communistes jusqu'à la deuxième gauche. Et Mitterrand a été celui qui a réussi cette opération-là. Ensuite, il y a eu les contradictions qui sont apparues en 83, mais Mitterrand fédérait encore tout ça. Et il y avait pourtant des lignes assez contradictoires. Il y a eu l'épisode Rocard qui s'est mal terminé, etc. Mais elles étaient contenues parce que pendant toute la période, je dirais 80, les années 1980-90, le Parti socialiste était devenu un parti hégémonique. Il avait un peu un rôle, je ne vais pas faire d'analogie historique, mais il rappelait un peu l'importance qu'avait le Parti radical avant la guerre, qui était quand même un parti central, si vous voulez. Tout à fait, ouais. Et avec une hégémonie culturelle, on pourra en rediscuter, y compris dans les moyens de communication, qui était très important en 80-90. Hein. On pourra parler aussi des SOS racisme. Mais tout ça, intellectuellement, politiquement, c'était le parti dominant. Et d'ailleurs, la droite était très embêtée par rapport à cette hégémonie-là. On pourra là aussi en rediscuter. Or, à partir du moment où, les contradictions se développent et ne peuvent plus être contenues, surtout à partir du tournant de la politique économique de Manuel Valls et de François Hollande, à ce moment-là, tout ce qui était contenu tant bien que mal éclate. J'y rajouterai, tout récemment, la perspective d'une forme de défaite annoncée. On verra ce que ça donne. Où Hollande ne dit qu'il ne se représente plus. Et ce qui tenait aussi le Parti socialiste, ne l'oublions jamais, c'est un parti d'élus. Et les élus, vous êtes en désaccord, la diversité et l'enrichissement, vous voyez ce discours, mais enfin il y a quand même aussi des intérêts concrets pour être élu. Vous avez un groupe parlementaire, vous avez des élus de terrain, c'est quand même un gros appareil. Cet appareil aujourd'hui est en morceaux. Totalement morceaux. Donc tout ça aujourd'hui éclate. Alors ça, c'est un premier niveau où les contradictions existaient déjà antérieurement. Si vous remontez beaucoup plus loin, le courant socialiste en France, avant même la création du Parti communiste, a toujours été pluriel. Faut jamais l'oublier. Il a été pluriel. Vous aviez un courant qui s'appelait socialiste révolutionnaire, vous aviez un courant marxiste par Jules Guesde, vous aviez un courant jauréciste, vous aviez des élus municipaux. Et il y a eu une unité qui est intervenue avec la création de la section française de l'Internationale ouvrière. Ils ont réussi à s'unir, si vous voulez. Et puis, très vite, après 1914, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, vous avez la scission avec le Parti communiste. Donc, on peut vous dire, mais la gauche a été toujours, elle a été toujours pas simplement divisée. Ça fait partie de sa richesse. La diversité, c'est la richesse. Alors, ce n'est pas faux qu'elle ait été plurielle d'emblée. Mais ce qu'on oublie de dire, ça c'est du moins la thèse que je défends dans mon livre, c'est qu'il existait une réalité qui était celle du mouvement ouvrier, et deuxièmement un imaginaire qui se griffait sur cette réalité. Or, ces deux choses-là, aujourd'hui, sont en morceaux, ont disparu. Alors prenons-la rapidement, si vous voulez. Il y a une nostalgie ? Pour un noyau, oui. Avec des recherches de substituts du prolétariat. Hein. Ça a commencé très tôt. C'était les étudiants, les lycéens, les femmes, ensuite les homosexuels, les immigrés, à la recherche du prolétariat perdu comme nouvel acteur historique. Parce que pendant tout un temps, partant du 19e siècle, et ça traversait le 20e siècle, 1936 étant la date emblématique, il y avait la réalité d'un mouvement ouvrier. Ce mouvement ouvrier, avant même la création des partis politiques, était composé de syndicats, de coopératives. Et en France, on avait un courant assez fort qui s'appelait l'anarcho-syndicalisme, avec les bourses du travail, où il y avait l'idée d'une auto-organisation ouvrière, si vous voulez. Il y avait ces coopératives, on s'entraidait avec des valeurs de solidarité. Et je pense en particulier
à Orwell, qui a été repris par un auteur comme Michéa, avec la Common Intelligence. C'est-à-dire une espèce de morale commune qui était réelle. D'ailleurs, quand vous lisez Jaurès, il y a une grande référence à la morale. Et vous prenez Péguy, du premier moment quand il était socialiste, c'est La Cité harmonieuse. Vous avez une description du travail, du travailleur, qui est d'ailleurs basée beaucoup sur l'artisan, en fait. Avant 14, on est avant 14, où il y a toutes les valeurs de solidarité, on travaille, bon, et qui était en même temps très républicain, puisqu'il y avait déjà la République, ne l'oublions pas non plus. Donc il y avait ce mouvement ouvrier qui a existé, avec une forme de morale commune, des traditions de solidarité, mais aussi un mouvement, nous sommes ouvriers, nous avons une certaine fierté de participer à ça. Bon. Sur cette base, une réalité avec des luttes, des conflits, mais qui a traversé aussi le XXe siècle, jusqu'à la première moitié du XXe siècle. On a dit ça peut continuer un peu après, mais ça va être assez différent après la Seconde Guerre mondiale, mais qu'importe. Vous aviez cette réalité. Se sont greffés dessus des partis politiques. Et là, si vous voulez, avec le mouvement ouvrier, très tôt, il y a ces greffés, j'appelle un imaginaire. On pourrait dire un certain nombre de thèmes structurant une identité. Au-delà de la diversité, si vous voulez, voilà. Alors, ces représentations, pour les dire, ces représentations, ces grands thèmes, quels sont-ils? Il y a d'abord une représentation de l'histoire en marche vers son émancipation de l'humanité. L'idée de progrès, alors, en fait. L'idée de progrès retravaillée par le socialisme. Parce que l'idée de progrès, vous pouvez partir de la Révolution française. Tout à fait, oui. Or, l'idée de progrès de la Révolution française, c'est par les Lumières. C'est très important. C'est-à-dire l'apport des Lumières. Le deuxième, sur cette base-là, il va y avoir une première nouvelle greffe, si vous voulez, à partir du 19e siècle. C'est quoi? En même temps, qui était déjà présent, y compris chez Condorcet, mais le développement des sciences, des techniques, de l'industrie, avec la possibilité, on entrevoit la possibilité d'une société meilleure, avec les premiers utopistes, rappelez-vous du mouvement ouvrier, il y a Saint-Simon, il y a Fourier, il y a tous ces utopistes-là, et le socialisme va développer l'idée d'une marche de l'humanité en marche vers son émancipation, avec une société en rupture, totalement différente de la société capitaliste. Et il y a cette vision de l'histoire-là, qui est très importante. Il y a une forme de messianisme. Et le sujet historique de cette histoire-là, c'est le deuxième thème, si vous voulez. Eh bien, le sujet de l'historique, c'est la classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est cette classe qui n'a d'autre chose à perdre que ses chaînes, je reprends l'expression de Marx, et qui, en se libérant, va libérer l'humanité tout entière. Et cette idée est très forte. C'est une idée qui s'ancre en partie sur une réalité, vous voyez. Ça, c'est le deuxième thème clé. Le troisième point extrêmement important du mouvement ouvrier et du socialisme, avant même le communisme d'ailleurs, c'est l'appropriation collective des moyens de production. C'est-à-dire les ouvriers vont s'approprier les moyens de production et vont, comment dire, l'organiser différemment dans le sens de la solidarité, du développement de tous, et la lutte contre les inégalités. Alors il y a plusieurs modalités, évidemment, de cette appropriation collective des moyens de production par l'État, par en haut, qui représente lui-même la classe ouvrière, ou par les sociétés organisées. C'est un vieux fonds d'autogestion, si j'ose dire. Vous avez ça chez les anarcho-syndicalistes des bourses du travail, où le monde ouvrier organisé dans les bourses du travail va représenter la société future. Et la grève générale, avec le thème de la grève générale très fort en France, le vieux monde. Grève générale, si tous les ouvriers se mettent ensemble, le vieux monde va s'effondrer, il y aura un monde nouveau, auto-organisé par les ouvriers. Et vous avez à l'intérieur de ce mouvement ouvrier un courant marxiste. Le marxisme va vite se greffer dessus, par notamment Jules Guesde, etc., un marxiste assez dogmatique d'ailleurs. Et vous avez le Parti communiste, évidemment, qui va reprendre ça, et va y introduire une dimension de science historique, le matérialisme historique, c'est-à-dire la science de l'histoire. Vous voyez, vaste programme. Il y avait la société féodale, il y a la société bourgeoise, capitaliste, et puis il y aura la société de la dictature du prolétariat, et ensuite il y aura le communisme, c'est-à-dire qui décrit un certain nombre d'étapes. Tout ça, du socialisme au communisme, a formé, si vous voulez, une identité forte. J'y rajouterai un dernier point de cette identité, de ce qui structure cette identité de gauche, qui a structuré longtemps cette identité de gauche, c'est l'idée que la morale appartient à la gauche. C'est-à-dire que il y a quand même l'idée de bien. Vous trouvez ça chez Jaurès, vous trouvez ça aussi chez quelqu'un comme Bloom, dans le dernier livre à l'échelle humaine, où Bloom réfléchit, après l'expérience de la guerre, en disant que finalement le communisme, alors qu'au moment
au moment de la scission, en 1920, au congrès de Tours, Blum disait « Nous sommes là, nous allons nous réunir avec les communistes, nous sommes là, nous gardons la vieille maison. C'est une différence, nous sommes contre le parti léninisme, mais nous avons quand même le même objectif, notamment la dictature du prolétariat, qui en 1920, il le dit. » Or, à l'échelle humaine, il a réfléchi. Là, il y a une grande distance par rapport au communisme, et il y a une espèce de socialisme humaniste qui est très fort. D'ailleurs, il parle à ce moment-là des références chrétiennes. On l'oublie, Blum, en disant, mais finalement, on n'est pas si loin que ça d'une forme de christianisme, non pas dans la dimension spirituelle, mais dans la dimension des valeurs qu'elle a portées. Donc vous avez, si vous voulez, toutes ces représentations, alors avec l'idée que, ben, d'une certaine façon, la morale c'est nous, et les chrétiens de gauche d'ailleurs, pour dire un mot, parce qu'ils ont fait partie évidemment de la gauche, vont être très, très marqués par ça, dans la mesure où ils vont avoir tendance, c'est du moins l'analyse qui peut se discuter, à projeter sur la catégorie de la classe ouvrière, la catégorie de la pauvreté évangélique, si vous voulez. Hein, la classe ouvrière, c'est les pauvres, d'une certaine façon. Et donc, la gauche, c'est la défense des pauvres. Bon. Et avec, alors, c'est ce mélange étrange entre cette dimension-là, et puis chez les compagnons de route du Parti communiste, la science, l'impression de la science. L'économie, c'est Marx. La science, c'est Marx. Ce mélange étrange, si vous voulez, entre une forme de spiritualité, d'éthique et de matérialisme historique à base communiste, vous voyez. Et ça existait, y compris après la guerre. Ça existait après la guerre. Donc voilà une identité qui est structurée autour d'un certain nombre de représentations. Représentation de l'histoire en marche vers son émancipation, dépassement de la société capitaliste, sous une forme socialiste ou sous une forme communiste. Grand sujet historique central de cette marche de l'histoire vers son émancipation, qui est la classe ouvrière, qui est basée en même temps sur une réalité, le mouvement ouvrier, appropriation collective des moyens de production, et dernier point, la gauche, c'est la morale, et elle défend les pauvres, d'une certaine façon. Ce n'est pas totalement faux quand vous regardez un certain nombre de situations. Oui, il y a un peu du Victor Hugo aussi dans cette affaire. Donc voilà des représentations clés qui ont structuré une identité de gauche, qui ont traversé le XXe siècle. Et au-delà de cette histoire du Parti socialiste, si vous voulez, hein, qui est la fin du Parti socialiste de Mitterrand, parce que Mitterrand, finalement, est élu, ça c'est la thèse que je développe dans mon livre, il est élu, le paradoxe de 1981, c'est que la gauche gagne politiquement alors qu'elle a déjà perdu culturellement, et que sa doctrine est déjà mal en point et en morceaux. C'est-à-dire, et cette doctrine, c'est quoi? Ben, c'est celle de ce dont je viens de parler. C'est celle qui vient de l'ancien. Voyez. Et il y a eu mai 68, ne l'oubliez pas. Alors, on reparlera peut-être de mai 68, mais précisément sur l'arrivée de la gauche au pouvoir, est-ce que 1984 fait partie de ces années charnières où la gauche elle-même finalement se renie dans ses principes, dans cette représentation que vous avez évoquée jusqu'à présent? Elle se renie où il y a un tournant dans la politique économique et puis il y a le tournant européen qui va de pair. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle se renie parce que vous avez un courant qui a été raté en France, je trouve qu'il a été raté, même si aujourd'hui on en reparle, c'est la social-démocratie. Vous prenez Tony Blair, alors c'est un peu plus, et Guiden, c'est 90 si vous voulez, mais il y avait un courant social-démocrate, notamment dans les pays du Nord, qui n'avait pas d'ailleurs la même tradition que les pays du Sud ou la France, parce qu'il n'y avait pas le même poids du Parti communiste. Le Parti communiste a joué un rôle de surmoi sur la gauche pendant tout le siècle. Si vous voulez. Hein, on peut dire aujourd'hui, le surmoi, ça a duré avec le gauchisme, y compris le gauchisme culturel, ça pèse toujours mauvaise conscience d'une gauche réformiste, qui est toujours on la rend suspecte de trahison sans cesse, quoi. Pourquoi, finalement, la social-démocratie, pourquoi ça n'a pas marché, si vous voulez? Parce que vous avez des partis allemands socialistes qui avaient abandonné le marxiste, j'ai plus la date exacte dans un fameux congrès, enfin, quand même, là, il a fallu attendre Valls pour qu'il dise, ou Hollande, disant, il y a deux gauches irréconciliables. On le savait, si vous voulez, mais Mitterrand, l'opération Mitterrand, tout ça on fait quand même partie de la grande famille. Alors pourquoi ça n'a pas marché en France? Vous apercevez d'abord que la social-démocratie est basée sur des partis socialistes anglais, pour le parti anglais, on pourrait prendre le parti allemand ou d'autres, où il y a un lien très étroit entre le parti, les syndicats, et tout un réseau de coopératives, d'organisations de jeunesse. Vous n'avez pas ce lien
organique entre le Parti socialiste et les syndicats. Pourquoi? Parce qu'en France, on a, avant 14, là je parle d'avant 14, il y a eu la séparation entre le syndicalisme et le socialisme. Les syndicats ont été dominés par l'anarcho-syndicalisme qui ne voulait pas se fait récupérer par les partis, qui était basé sur l'idée d'une grève générale et d'une auto-organisation des travailleurs entre eux. Donc on n'a pas, si vous voulez, il y a eu cette séparation du mouvement syndical et du mouvement politique. Alors ensuite, beaucoup d'anarcho-syndicalistes sont rentrés dans le Parti communiste, enfin bon, je passe le détail, ou à la CGT à un moment donné, avec plusieurs étapes dans la CGT. Mais la différence par rapport aux partis sociodémocrates du Nord ou de l'Angleterre, c'est qu'il y avait le syndicat. Il y avait le syndicat. Donc, ça, c'est un premier élément qu'on n'a pas en France. Le deuxième élément, il y avait l'idée d'un compromis. Dans la social-démocratie, on partage les fruits de la croissance et de la productivité. Hein, et la négociation et le compromis faisaient partie de cette culture. C'est pas tout à fait la culture française, si vous voulez, qui était beaucoup plus frontale d'affrontement, y compris dans le mouvement syndical, rapport de force, etc. Je dis pas qu'il n'y ait pas de rapport de force avec la social-démocratie, mais on négociait, les négociations faisaient partie de cette culture, pour trouver un compromis, avec partage des gains de productivité, etc. Bon. Or ça, c'était valable pendant les 30 Glorieuses, d'une certaine façon. Puisqu'il y avait quand même de quoi, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé globalement. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, on est dans une période de crise, c'est assez différent. Et la gauche, d'ailleurs un peu prise par le pôle du Parti communiste comme mauvaise conscience, une partie de la gauche réformiste, notamment la deuxième gauche en fait, hein, c'est ce qu'on appelait à la deuxième gauche, issue d'ailleurs du christianisme social, hein, social-démocrate, qui se voulait social-démocrate, je pense notamment à Jacques Delors. Elle a eu du mal à s'affirmer comme telle, parce qu'elle était toujours, comment dire, un peu interpellée sur sa gauche par le Parti communiste, par des syndicats liés au Parti communiste comme la CGT. La CFDT a eu du mal aussi à affirmer une position réformiste. Donc on n'a pas le même schéma. Et il n'y a jamais eu, à la différence par exemple du parti allemand, une remise en cause en disant l'abandon du marxisme comme référence première, si vous voulez. Non. Donc, c'est toujours marché à reculons, si vous voulez. Et ça intervient très tard aujourd'hui. Et je rajouterai un élément, c'est qu'il y a eu un autre tournant, mais qui a été aussi raté. Alors, en France, on dit, on peut le prendre, qui était le tournant blairiste. La troisième voie, qui date de 80-90. Alors, si vous voulez, Tony Blair, il y avait une cohérence de la doctrine. Moi, je suis pas forcément blairiste, mais quand vous lisez le livre qui s'appelle La troisième voie, il y avait un théoricien qui s'appelle Anthony Giddens et Blair. Quel est le constat qu'ils font? Eh bien, on ne peut pas reproduire la social-démocratie telle qu'elle a existé dans la période antérieure. Parce que c'était la période d'expansion des 30 Glorieuses, d'une part, et d'autre part, parce qu'il y a une évolution. Nous avons affaire à la mondialisation. On peut pas. Il y a aussi une remise en cause d'une certaine façon de l'État-providence. Il y a une demande d'autonomie des individus. Tout ça, c'est 90. C'est-à-dire la prise en compte, et de leur préface ce livre qui s'appelle La troisième voie. Une tentative d'adapter la social-démocratie à la nouvelle étape de l'histoire, d'une certaine façon, avec un poids très important sur l'autonomie individuelle et la réponse aux besoins individuels, et puis aussi le multiculturalisme. La nation, je sais plus le multiculturalisme est revendiqué comme tel, tout en disant donc on a une espèce de croisement entre ce qu'on va appeler le social-libéralisme et moi ce que je vais appeler le gauchisme culturel, d'une certaine façon. Et alors, il y a une tentative pour dire il faut faire la part des choses, de la prise en compte des évolutions réelles qui sont la mondialisation, la globalisation, les nouvelles aspirations issues des années 60, de l'individu dans l'autonomie. Alors, et en même temps, il faut s'adapter à cette nouvelle donne, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la crise économique où ça va être balayé. Et d'autre part, ils ne vont pas maîtriser la question d'individualisme, parce que il va y avoir un individualisme assez auto-centré, et la tentative de réarticuler, si vous voulez, la logique de l'individualisme à la dimension collective, à mon avis, elle va largement échouer. Et on va arriver en France notamment à ce que Paul Thibault a appelé très justement le social-individualisme, qu'on a vu avec Hollande, c'est-à-dire une logique indéfinie de demande de droits. Il faut répondre aux droits, et on allonge la demande des droits.
Et aujourd'hui, on n'est pas sorti, d'ailleurs, quand on parle on pourra discuter c'est toujours le social individualiste. Donc, on a affaire, pour terminer, à une situation française très particulière, où finalement les évolutions étaient reconnues, je dirais, on était bien obligé de faire avec, en essayant de faire comme si il n'y avait pas d'évolution. Et maintenant, ça éclate, ça tient plus. Alors la gauche vous répondrait, mais c'est d'ailleurs ce que vous expliquez dans votre chapitre 13 du gauchisme culturel et de ses avatars. On vit malgré tout, est-ce qu'on ne vit pas malgré tout au sein de la gauche dans une sorte de vitalité des idées? Est-ce que cet émiettement ne permet pas aux idées de se développer, à la démocratie d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire un espace de débat plutôt qu'un éclatement tel que vous le décrivez? Le problème du débat, bien sûr, le pluralisme est toujours utile, le débat. La question est de savoir si on manque d'espace de débat, si vous voulez, ou on manque de colonne vertébrale. Moi, je crois beaucoup au débat, mais la question, c'est quand même celui de la colonne vertébrale. Sinon, c'est ce que j'ai appelé, plus largement d'ailleurs que la gauche, la démocratie de l'informe. On appelle sans arrêt les gens à parler, si vous voulez, ce qui est très important. Il faut qu'on en discute, il y a toujours des problèmes. Je ne suis pas persuadé qu'on manque d'espace de débat, par exemple, y compris à gauche, et y compris en France en général. Ce qu'on manque, c'est des repères et des idées structurant le débat par rapport à la confusion ambiante et l'émiettement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à gauche, mais je pourrais le reprendre beaucoup plus généralement, c'est une situation où il reste les anciennes idéologies sont en morceaux. Vous voyez? Et je prends d'ailleurs souvent l'image dans les conférences que je donne d'un terrain un peu vague avec des ruines, des pierres, vous voyez, un peu éparpillées comme ça, et les nouvelles générations. Parce qu'il y a quand même ce que j'appelle un fossé des générations, un nouveau fossé des générations. Tout un chapitre est consacré à cela, oui. Eh bien, ces générations, et c'est absolument pas un jugement moral sur ces nouvelles générations, elles naissent sur ce nouveau terreau au milieu des ruines. Alors, il reste des bouts. Que font-elles? Elles ramassent une pierre de telle couleur, une autre pierre, elles les entassent et essaient, tant bien que mal, de se construire une colonne vertébrale identitaire. À mon avis, c'est ce qui se passe globalement. Et ça, c'est valable aussi pour la gauche. Des bouts de marxisme, mais alors revitalisez. Vous prenez Hamon, c'est le revenu universel. Oui. Bon, vous avez des utopies, un mélange de... C'est un peu, si vous voulez, une situation globale, et la gauche n'y échappe pas, que j'ai appelé dans d'autres écrits, une situation un peu patchwork, le village bariolé, si j'ose dire. Vous voyez? Et donc, alors, on est dans ce moment-là. Je ne sais pas ça va déboucher peut-être sur une recomposition, sur une restructuration, mais il y a quand même une grande panne d'idées et un grand éclectisme, si vous voulez. Vous citez à la fin de votre chapitre sur la génération, la rupture générationnelle, vous citez Hannah Arendt, je la cite, donc l'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité et de plus le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Or, finalement, notre société aujourd'hui, même le monde des adultes, semble complètement perdu et n'a plus cette colonne vertébrale dont vous parliez tout à l'heure. Alors je dirais que c'est éclaté parce qu'il y a des gens qui ont gardé, mais simplement il faut partir quand même de la rupture des années 60-70 sur cet élément de rupture générationnelle. L'hypothèse que je fais dans ce livre, d'ailleurs dans un autre livre également qui s'appelle Malaise dans la démocratie, c'est que le fossé des générations actuelles, la rupture générationnelle est plus importante que le fossé entre les générations qui a existé autour des années 60. C'est-à-dire ma génération, si vous voulez. Il y avait quand même une grande rupture. Simplement, pour m'expliquer sur ce point-là, être adolescent dans les années 50-60, ou être jeune dans les années 50-60, imaginez quelqu'un qui aurait été mis, j'allais dire, au frigidaire, ou hibernatus, et qui revient aujourd'hui, avec le même âge. C'est total, c'est un fossé, c'est plus qu'un fossé. Vous reconnaissez plus. Vous aviez un certain nombre. Alors, il y avait encore la famille traditionnelle qui se portait tant bien que mal, mais elle était là. À l'école, notamment dans le secondaire, vous aviez les humanités, c'était pas rien.
la littérature, la poésie étaient des éléments absolument structurants de ceux qui faisaient des études, vous voyez. Bon, être adolescent, c'était aussi à se heurter à un certain nombre d'interdits et de tabous. En ce qui concerne l'État, vous aviez des adultes, alors bon, faut pas non plus caricaturer, mais enfin qui étaient en face de vous et qui faisaient face. C'était pas, il y avait le fameux mot d'ordre en 68, sois jeune et tais-toi. Bon, vous voyez, ce qui était un peu un renvoi ironique aux adultes, mais c'est vrai que, et puis, il y avait plusieurs étapes de la vie qui étaient distinguées. La petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, l'âge adulte. Et à chacun de ces phases-là, qui étaient reconnues comme telles. Bon, par exemple, on n'allait pas demander à un jeune de 4 ans d'être citoyen et de le préparer dès le plus jeune âge à repérer les stéréotypes du genre, par exemple, hein, comme une idéologie l'a fait dans l'école. J'invente rien. Bon, je vais dire, moi j'ai le souvenir, si vous voulez, on nous embêtait pas trop. Enfin, vous étiez enfant, vous pouvez être insouciant. Or, aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous êtes petit, vous êtes déjà grand. Il faut déjà être citoyen, vous passez pas par ce moment de l'insouciance. C'est important pour grandir après, si vous n'avez pas ce moment d'insouciance. Il faut qu'on vous fasse porter sur vos épaules déjà tout un poids. Il faut que vous soyez dynamique, autonome. L'autonomie est une des premières compétences transversales enseignées dans les outils d'évaluation des enfants. Les crèches, on les observe, c'est affreux. Enfin bon, je reviendrai dessus. On leur fout pas la paix. Et d'ailleurs, c'est pas simplement les organismes étatiques, l'éducation, c'est aussi les parents. Dès qu'il est petit, il faut qu'il soit grand, qu'il projette sur eux un modèle du citoyen actif. C'est bon. Ça, c'est l'enfant. Vous prenez l'adolescence. L'adolescence, c'est, si vous révoltez pas, si vous voulez, à 16, 17, 18 ou même 20 ans, alors aujourd'hui, on pourra dire ça dure, mais je veux dire, vous allez vous révolter à 40. Et il y a un moment, il faut se révolter. Mais pour se révolter, il faut que vous ayez en face des choses qui vous embêtent, qui font face, qui vous interdisent des choses. La notion de transgression, elle n'a de sens, elle transgresse une limite. Or, il n'y a plus de limite. Alors le problème, c'est quand les limites, quand tout ça est érodé, quand les repères, ils n'ont pas disparu, mais ils se sont terriblement érodés. Donc la notion de transgression, c'est pas du tout la même chose. Et le flirt avec la limite, qui fait partie de cet âge-là. J'avais étudié dans un livre comment une collectivité villageoise, la fin du village, qui là aussi a disparu, mais comment, sous l'œil bienveillant, relativement bienveillant des adultes qui peuvent sanctionner, il faut que jeunesse se passe. Ça veut dire qu'il y a une étape dans la vie où vous flirtez avec la limite, ou même vous expérimentez, vous voyez ? Bon, eh bien, vaut mieux ça, parce qu'après, vous avez des adultes sains. Qui sont plutôt ou alors vous avez si vous passez pas par cette phase-là, vous avez des adultes mal finis. On va appeler après les psychorigides, les névrosés, et même dans les collectivités, il n'y a pas besoin de passer par la psychanalyse. On dit méfie-toi de celui-là, il est pas clair, il a pas su profiter de sa jeunesse, il a pas su, on dirait aujourd'hui s'éclater en langage branché, vous voyez. Le problème, c'est qu'on a ça existait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous reprojetez directement aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé comment dire, le peuple adolescent, c'est-à-dire les fêtes par exemple. La fête était antérieurement liée aux travaux des champs, il y avait les corporations, etc. Il y avait des rites. Il y avait des rites. Ouais. Bon, j'ai pas parlé des rites de chaque étape de la vie. La communion solennelle était un rite, avec on vous achetait des montres vous passiez à l'âge adulte déjà. Ouais. Il y avait il y avait le service militaire, il y avait le mariage, il y avait le travail. Il y avait des tas, rentrer à l'école, si je remonte plus avant. Vous voyez, c'était des passages, et les adultes avaient partagé cette je dirais que c'était une conception de la condition du monde, de la condition humaine. Vous voyez? Bon. Quand vous projetez aujourd'hui, c'est un monde tout ça existe encore, mais est très morcelé. Il s'est passé une grande révolution culturelle entre les deux. En un demi-siècle. La révolution culturelle, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous soyons aujourd'hui dans une société qui n'a pour vocation que de répondre à des simples désirs individuels? On voit bien que ça marche pas. Il y a une demande d'autre chose, mais il faut regarder ce qui s'est passé sur un demi-siècle. Là, c'est dans le malaise dans la démocratie. Je pense que le demi-siècle, la dernière partie du XXe siècle, pour dire les choses, a été absolument décisive. Je serais pas loin de penser, d'ailleurs, je crois que c'est Alain Besançon qui en parle, à propos de mai 68. Mais c'est pas simplement l'événement mai 68. Il faut le prendre plus loin. C'est une révolution
culturelle extrêmement importante. Pourquoi? D'abord, le terreau culturel, pas simplement l'école, le terreau culturel. Je viens de vous raconter, par exemple, vous naissez dans une famille qui est, bon, bien sûr, il y a des déviances, tout ce que vous voulez, mais il est quand même relativement, il y a un modèle structuré, il y a des normes. Bon, vous pouvez vous révolter contre les normes. Vous êtes marginal à ce moment-là. Mais la marginalité n'est pas la norme, vous voyez? Donc vous êtes structuré. Bon, il y a un terreau républicain qui existe encore, et chrétien qui existe encore à l'époque. Bon. Et donc, c'est pas simplement l'école, il y a un aspect didactique dans l'école, on va vous apprendre des choses. C'est vous baigner dans un terreau. Après, à un moment, quand vous grandissez, vous voulez vous échapper de ce terreau. C'est la période de la révolte et de l'adolescence. Vous pouvez le retrouver plus tard. Et il y avait une espèce de bienveillance de la société des adultes vis-à-vis de ces parcours de vie, même en 68. Même en 68. C'est pas simplement parce que dans les révoltés de 68, il y avait beaucoup d'enfants de ministres, enfin, il y avait certains enfants de ministres, c'était vraiment la révolte d'une génération. Et même chez les élites de l'époque, vous regardez par exemple Georges Pompidou, c'est quand même étonnant, ils disent il faut écouter cette révolte. Pourtant, elle était, aujourd'hui, je sais pas, c'est beaucoup plus chaotique. N'oublions pas que ceux qui sont révoltés en 68, c'était aussi les futures élites de la nation. C'était le mouvement étudiant. Et par exemple, quelqu'un comme le ministère de l'Intérieur, j'ai oublié le nom, qui était quand même très dur vis-à-vis des gauchistes, disait à la police, bon, soyons fermes, les laissons pas faire, mais attention, retenez-vous aussi, parce que ces gens-là, c'est les futures élites. Donc, si vous voulez, il y avait, je dirais que mai 68, l'événement 68, reste une affaire de famille, d'une certaine façon, vous voyez, de la France. Par contre, ce qui va se passer très vite, c'est ce que j'ai appelé l'héritage impossible de mai 68, où là, il va y avoir une rupture, une remise en cause radicale de l'héritage, et une rupture dans la transmission très forte, qui d'ailleurs avait un peu ses prémices dès les années 60. Ça marchait pas si bien que ça, déjà, l'école. Même l'église en 60, après, il y avait déjà des contradictions, si vous voulez. Mais 70 va pousser très loin cette rupture, avec un règlement de compte d'une génération. C'est-à-dire, vous voyez à ce moment-là apparaître des revendications, ce que j'ai appelé l'héritage impossible, l'autonomie. Vous pouvez comprendre l'autonomie. L'autonomie n'a de sens que s'il y a un référent en face. Parce que je deviens autonome face à... On avait De Gaulle, on avait un État qui tenait encore la route, si vous voulez. On avait des politiciens cultivés, qui lisaient encore la littérature. Donc, dans le combat d'une jeunesse, quand vous vous révoltez, vous avez ça en face, ma foi, vous vous formez. D'une certaine façon. Donc, si vous voulez, on avait cette situation-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ça a basculé. Moi, j'ai dit faire une flambée avec des dimensions nihilistes à un moment donné. Hein. Quand vous regardez certains auteurs, remise en cause radicale des normes, de tout, quoi. Hein. Mais c'était une forme de grande catharsis. Et l'équilibre n'a jamais été retrouvé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, y compris sur l'école, c'est comme si des grands coups avaient été portés. Et là, je reviens à mon image du champ de ruines vis-à-vis des nouvelles générations, où effectivement, il y a des aspects salutaires, on va dire, par rapport aux bureaucraties, par rapport à la revendication d'autonomie des individus. Après tout, bon, parce que le paternalisme, il était aussi pesant. Je vais vous en parler à l'époque. Hein. Donc, il y a eu ces effets-là. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en l'air. Bon, on a, si vous voulez, on est passé presque d'un excès à l'autre. On n'a pas trouvé le point d'équilibre. Et ce qui s'est passé en 80, si je reviens sur la gauche, ce qui était une contre-culture. Une contre-culture, on peut la critiquer dans son contenu. Je pense que même cette contre-culture avait certains aspects nihilistes, vous voyez, bon. Mais elle avait une dynamique propre à l'intérieur de la société. Bon. Quand cette contre-culture, bizarrement, va produire des effets, et qu'en 80-82, au moment où la gauche arrive au pouvoir, cette contre-culture va servir, ça c'est ma thèse que je défends depuis longtemps, sur fond de doctrine de la gauche ancienne qui se porte déjà mal en point. Sous l'influence de mai 68, le collectif ne va plus de soi. Il y a un individu plus autonome qui demande quand même à participer, même De Gaulle l'avait reconnu, mais qui en même temps est très instable, critique tout. Bon, eh bien la gauche politiquement, Mitterrand gagne politiquement, mais le terreau de la société s'est considérablement transformé. Et la gauche traditionnelle, issue du socialisme, issue du mouvement ouvrier ancien, est déjà mal en point. Et ce que fait le Parti socialiste à un moment donné, ça c'est du moins une hypothèse que j'avance, c'est qu'il va intégrer le gauchisme culturel comme substitut à la crise de sa doctrine.
c'est le moment où Mitterrand commence à parler branché, c'est la culture de Jacques Lang, et ce qui était une contre-culture va s'institutionnaliser. C'est là où ça va devenir un peu fou, excusez-moi. Prenons par exemple l'art contemporain. Contemporain, il y avait de la provoque, etc. Bon, ça existait dans les galeries, ça existait dans la société. J'aurais jamais dû les quitter. Ça va devenir quasiment un art officiel. Et ce que je dis sur l'art contemporain est valable dans beaucoup d'autres domaines. Donc le grand paradoxe, c'est la victoire culturelle de la gauche crée sa défaite. La victoire politique de la gauche a lieu sur fond de crise de sa doctrine et de l'hégémonie que va prendre le gauchisme culturel, qui antérieurement était dans la société comme une contre-culture avec une dimension de catharsis. C'est comme si vous alliez transformer l'antinorme en norme. C'est ça la folie, elle est là. Ça va complètement... je vais vous donner un autre exemple. À mon époque, il y avait Prévert, vous voyez, ce Prévert à l'école. Et il y avait ce fameux poème Le Cancre. Il n'écoute pas le professeur, il a la fenêtre ouverte, il est toujours près du poêle, il y a l'oiseau qui passe, c'est un petit poète. Mais c'était pas le modèle. On pouvait apprendre ça. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir de l'avoir appris à la primaire. Mais enfin voilà, c'était le contre-modèle. C'était un peu la bohème comme contre-culture. Mais la bohème n'était pas au pouvoir culturellement. Imaginez-vous qu'à l'école, prenons cet exemple, le modèle qui soit donné, c'est le Cancre de Prévert. C'est des normes totalement paradoxales. C'est là où il y a un paradoxe fou. Et vous regardez ça, c'est ce qui s'est passé globalement. Je parle du point de vue culturel. Et le gauchisme culturel est devenu hégémonique. Et ça correspond au passage, ne l'oublions pas, en ce qui concerne le Parti socialiste, de l'entrée au sein de l'appareil socialiste d'un certain nombre d'une génération nouvelle, que Mitterrand va favoriser, qui vient du milieu étudiant. L'UNEF, les trotskistes, les organisations et les anciens du PS d'ailleurs disent mais attends, qu'est-ce qui nous arrive là? C'est plus la SFIO. Vous voyez, la vieille culture SFIO, c'est une nouvelle culture et SOS Racisme va être l'espèce, excusez-moi de l'expression, de la marmite, un peu d'où va émerger beaucoup de leaders et qui va devenir une sorte de modèle culturel. On va pas arrêter de régler des comptes avec notre propre histoire. Le socialisme, à l'origine, n'est pas forcément ça. Il y a une critique du colonialisme, mais il y a aussi la fierté d'une histoire de la Révolution française. Là, c'est un règlement de compte radical. La France, mais aussi l'Occident, est responsable, la culture occidentale est responsable de tous les maux. Même l'écologie, au départ, il y a une dimension, il y a deux aspects. Il y a une dimension nouvelle réalité qu'il faut absolument prendre en compte. Donc il y a des aspects aussi nouveaux, intéressants, mais en même temps il y a une logique punitive, c'est-à-dire l'utopie ou la mort. C'est Dumont en 74, vaste programme, vous n'avez qu'à choisir, vaut mieux l'utopie quand même. Vous voyez, c'est ça. Donc, et en plus ça va être une écologie pénitentielle, c'est-à-dire que il y a un moment donné où le messianisme issu du mouvement ouvrier se retourne. Pourquoi? 1973, crise du pétrole. Ça marche plus. L'idée d'un progrès continu, fin de la croissance des 30 glorieuses. Et en même temps, montée des thèmes écologiques. Et avec des réels dangers. On voit bien qu'on peut plus continuer, si vous voulez. C'est ce que Raymond Aron a écrit un livre d'ailleurs qui est plus connu, il s'appelle Les désillusions du progrès. Ça existe, c'est une réalité. Mais à ce moment-là, le gauchisme culturel s'empare de cette réalité et lui donne une portée punitive, règlement de compte historique, vraiment on est responsable de tous les maux, on a exploité tous les peuples. Je dis pas qu'il n'y a pas ces réalités, mais et ça se fait au point de vue hégémonique autour des années 80. Avant, c'était dans la société, c'était les gauchistes. Bon, je peux vous en parler sévèrement puisque moi j'ai partagé ça dans les années 70. Vous voyez, j'étais pas en arrière, mais bon, j'ai été amené à un moment donné à dire, mais attends, il faut quand même prendre du recul là-dessus, quoi, parce que c'est plus possible. Jean-Pierre Le Goff, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Il y a une petite, j'allais dire, une dernière question que je souhaiterais vous poser, qui est une question assez difficile, mais on a un peu la réponse à travers cette émission. Vous avez parlé des syndicats, vous avez parlé des liens au sein du parti, de la représentation, de la colonne vertébrale, bref, de liens. Ce sont des liens qui se sont créés dans l'histoire et qui semblent aujourd'hui complètement détruits. On a parlé de la mutation de la famille aussi. C'est ce qui manque aujourd'hui à notre société, ces liens.
Ils sont pas totalement perdus. Là, je poserai les questions de la façon suivante. Où sont les réserves d'humanité? Je pense qu'il y en a. Simplement, elles ne résident pas dans une classe sociale. Elles sont transversales aux différentes catégories sociales. Ce n'est pas non plus, et là je me distingue de tout un courant, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Parce que dans les élites... Ça n'a pas de sens. Il y a des réserves, de même que dans les couches populaires, il y a des réserves. Alors, d'où elles viennent, ces réserves? C'est très particulier. Elles sont liées, à mon avis, à des restes d'éducation première, qui sont très importantes. Éducation première, pas simplement l'école, hein. C'est-à-dire le milieu dans lequel on est né avec ses valeurs, ce qu'on vous a transmis par imprégnation, pas simplement par... Ça, c'est un élément important, et là, vous le trouvez dans toutes les couches de la société. Moi, à Cadenet, j'ai fait une étude sur le village, il y a des gens qui sont d'origine paysanne, qui ont un sens, si vous voulez, des choses qui restent malgré tout. Tout ça a été quand même pas mal érodé. Alors, il faudrait revenir par rapport à ce que dit Michéa, parce que si je prends Jean-Claude Michéa, il y a toujours cette idée du peuple qui serait resté un peu le même depuis Orwell, les corons anglais, la solidarité, bon. Mais vous avez ça dans les couches populaires. Mais qu'est-ce qui fait que le sens commun, une certaine idée de l'humanité, de la condition humaine reste? Je pense que la question du rapport au réel, à ce que j'appellerais l'épreuve du réel, est très important. Le travail, c'est pour moi une épreuve du réel. Bon. C'est-à-dire que vous sortez de vous-même pour vous heurter à une réalité qui n'est pas la vôtre, pour entrer dans des rapports de coopération et de conflit que vous n'avez pas choisis, avec des collègues qui sont pas simplement vos amis d'enfance. Donc c'est plus compliqué, vous voyez. Le travail est un élément d'épreuve du réel. Premier problème, la post-adolescence. Je parlais vraiment Et quand vous voyez des propositions de la gauche, c'est perpétuer ça, si vous voulez. C'est une société. Et quand vous êtes adolescent, vous rêvez beaucoup. C'est normal, d'ailleurs, hein, mais il y a l'utopie. On peut construire un monde. Que si j'ai envie de travailler, je travaille. Quand j'arrête, je peux être dessiné l'après-midi. Ça, c'était, voyez. Bon. Et vous avez aussi des gens, par exemple, je vais prendre la santé. Quand vous travaillez dans les hôpitaux, quand vous voyez des gens vous êtes confronté à la souffrance, vous êtes confronté à la limite, vous pouvez pas trop raconter d'idéologie, enfin, vous pouvez raconter de l'idéologie, hein, mais enfin, quand même, vous êtes confronté au réel, il y a des gens vous êtes confronté à la finitude aussi, qui fait partie de la condition humaine. Au besoin de sens. Oui. Donc, vous n'êtes pas dans cette espèce de discours mielleux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui est une espèce de bulle dans lequel les sociétés démocratiques ont vécu et vivent encore, quoique cette bulle est en train d'éclater par beaucoup d'aspects. Et puis vous avez aussi des gens, bon, par exemple, je cite, mais il y en aurait d'autres, les patrons, les dirigeants d'entreprises avec la PME qui essaient de se débrouiller, les ouvriers qui travaillent. Il y a des réserves d'humanité. Simplement, ce qui se passe, c'est que ces réserves d'humanité, l'expression de ces réserves d'humanité, on les entend pas beaucoup. Ce qu'on entend, c'est encore le poids du gauchisme culturel qui est pourtant mal en point. Parce que le gauchisme culturel, qui correspond à certaines catégories sociales, notamment dans les grandes métropoles, qui a un mode de vie, quoi. Il voudrait que ce mode de vie soit hégémonique. Pourquoi vous vivez pas comme nous? Et si vous vivez pas comme nous, vous êtes des ringards. C'est à peu près ça. Et avec une incompréhension que d'autres catégories sociales ne sont pas comme vous. C'est l'entre-soi, si vous voulez. Et l'entre-soi qui a acquis depuis les années 80, une certaine hégémonie. Et pourtant, là, ça commence, la société échappe. Ils voient d'ailleurs que le monde leur échappe. Ça marche plus, leur truc. Mais bon, ils continuent à s'accrocher. Il y a des Bastilles encore. Mais tout ça est en morceaux. Donc, les réserves d'humanité sont là. Mais, et puis, il y a des choses, il y a des pratiques dans la société qui se font. Moi-même, j'ai essayé de développer un club, si vous voulez, d'un peu sur l'éducation populaire, un peu des citoyens. Il y a votre radio, excusez-moi. Mais oui, mais il y a plein de choses comme ça. Simplement, ça ne forme pas congruence pour faire une nouvelle dynamique historique. On voit beaucoup de choses de se décomposer. On a l'impression que ça n'en finit pas de se décomposer, sans qu'on voit sur un plan d'ensemble un renouveau. Mais les réserves, elles sont là. Alors, comment tout ça? Je n'en sais rien, ça c'est l'espérance, si vous voulez, hein. Mais l'espérance pour moi est inséparable de l'intelligibilité, d'y voir clair. Sinon, c'est encore les grandes formules des valeurs généreuses et généreuses. En avant les gars, il faut être motivé, etc. L'expérience pour moi est inséparable de l'intelligibilité du monde et de faire partager l'héritage. L'avenir, pour moi, sans héritage n'a pas de sens.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre Le Goff, pour cette évocation, cette magnifique évocation. La gauche à l'agonie, c'est le titre de votre ouvrage, 1968-2017, un ouvrage paru chez Tempus. Je souhaite laisser nos auditeurs de Storia Voce sur ces réserves d'humanité et cette très très belle idée. Je remercie Amandine Dumas qui m'a permis de réaliser cette émission, Georges Philippard à la technique, toujours aussi fidèle, et je vous remercie, vous très chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Grands Entretiens. Merci et à très bientôt.